Ça, c'est du plasma. Enfin, c'est de la CGI de haute volée, mais vous voyez l'idée, quoi. On fait quand même des trucs complètement carabiscotés avec la YouTube Money. Du génie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de foudre, et de soleil, et surtout de plasma. Et puis on va surtout se rendre compte que tout ça, c'est plus ou moins la même chose. Salutations distinguées. Vous avez forcément entendu parler du plasma déjà au moins une fois dans votre vie. Insupportable interruption pour vous proposer de me faire la grâce d'un abonnement et d'activer la cloche si vous aimez mon contenu cosmique. Reprise. Que ce soit dans des œuvres de fiction ou même dans ces fantastiques lampes. Eh bien aujourd'hui on va essayer de comprendre ce que c'est, ou alors au moins de se l'imager. Déjà, pour point de repère, on peut déjà se dire que la foudre et le soleil, c'est du plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, l'état caché. Ah oui, vous connaissez bien les trois états de la matière connus, état solide, liquide et gazeux. Eh bien, le plasma, c'est le quatrième état de la matière, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le plasma est avant tout un milieu ionique, c'est-à-dire un milieu constitué d'ions. Donc pour être plus précis, des atomes ayant perdu ou gagné des électrons, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent soit chargés positivement, soit chargés négativement. C'est une soupe d'électrons dans laquelle baignent des ions. Ils se forment lorsque l'énergie du milieu devient extrêmement élevée. Tellement élevée que cet état de la matière apparaît. Des températures extrêmes peuvent faire apparaître le plasma. C'est le cas pour le soleil ou pour la foudre. Le soleil, on peut évidemment le comprendre très facilement, le soleil est chaud. Maintenant, lorsque la différence de potentiel devient importante, il y a ce que l'on appelle la ionisation. Cette ionisation peut faire apparaître le plasma foudre, par exemple. Eh bien, voyons comment cela se produit. Dans les gros nuages appelés cumulonimbus, pouvant atteindre les 15 km, les cristaux de glace sont nombreux, dus aux températures froides en haute altitude. Les gouttes d'eau du nuage se gèlent à leur contact, formant alors des grains de glace de plus en plus gros en s'accumulant. Ces grains devenus lourds perdent leur légèreté et finissent alors par tomber au sein du nuage. Sur leur trajectoire de chute, ils percutent d'autres simples cristaux de glace sur leur passage qui, eux, sont encore légers. Par cette friction, ils leur arrachent alors des électrons. Les grains ayant récupéré des électrons deviennent alors chargés négativement. Les cristaux, eux, ayant perdu ces électrons, deviennent positifs. Ces petits cristaux positifs, qui sont donc plus légers, se retrouvent en haut du nuage, alors que le bas du nuage a les gros grains lourds chargés négativement. Il y a donc différence de potentiel positif et négatif en haut et en bas du nuage. Ça rappelle étrangement une pile tout ça. Eh bien oui, c'est exactement la même chose. Entre les deux états de la pile, l'air est isolant. Mais comme on l'a vu, les gros grains en tombant arrachent des électrons aux petits cristaux. Ce qui veut dire qu'il y a un milieu de ionisation. Donc il y a possibilité de se frayer un chemin à travers l'isolant qui est l'air. Cette soupe cherche alors à s'équilibrer. On le sait bien, les atomes sont neutres et cherchent à être neutres. Donc les ions qui sont chargés positivement ou négativement vont chercher d'une manière ou d'une autre à s'équilibrer puisqu'ils s'attirent. Donc lorsqu'on a une partie du nuage chargée d'une manière et l'autre partie chargée d'une autre manière, ils vont chercher à se combiner. Toute cette soupe ionique va chercher à se frayer un chemin à travers l'isolant qui est l'air. Du coup, les électrons qui se cherchent peuvent alors se frayer une route à travers l'isolant qui se ionise. Le grand déplacement des électrons se fait alors instantanément lorsqu'une route ionisée est trouvée à travers l'air. Et c'est ainsi qu'apparaît le plasma foudre. Le tonnerre, ce son si violent que l'on entend lorsque la foudre se crée, est en réalité le bruit de la dilatation de l'air qui se fait sous cet échauffement violent produit par la foudre. Et alors là, une question s'impose. Qu'est-ce que l'électricité par rapport à la foudre? Pourquoi est-ce que l'électricité est globalement invisible, la foudre est très visible? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que l'un est de l'électricité et l'autre autre chose? Eh bien, je vous y réponds maintenant. Les deux sont une décharge électrique. Sauf que, pourquoi est-ce que la foudre est visible, l'électricité non? Très simplement, parce que la foudre dégage des photons.
La décharge électrique de la foudre est tellement importante qu'elle produit des photons, alors que l'électricité lambda est invisible car la décharge n'est pas assez violente pour produire des photons. Par contre, les deux sont un déplacement d'électrons, tout simplement. L'électricité est un déplacement d'électrons libres. La foudre est une telle énergie qu'elle va ioniser les atomes de l'air. Cette énergie va permettre aux électrons des atomes de l'air de changer d'orbite. C'est-à-dire que initialement, des électrons autour d'un atome ont une orbite précise. L'énergie qu'ils vont recevoir de cette ionisation va leur permettre de changer d'orbite, une orbite plus grande, puisqu'ils ont acquis de l'énergie qui leur permet d'atteindre une orbite plus grande. Sauf que cette orbite est profondément instable pour un électron de cet atome. À partir de là, l'électron va vouloir quasiment instantanément regagner son orbite initiale. Mais pour regagner l'orbite initiale qu'il avait, eh bien, il va devoir se libérer de l'énergie qu'il a acquis avec cette ionisation. Donc, l'électron de l'atome de l'air a acquis de l'énergie via la ionisation qu'on a vue précédemment. Cette acquisition d'énergie lui a permis de passer d'une orbite normale à une orbite plus grande autour de l'atome. Comme cet état est instable, puisque ce n'est pas l'état orbital prévu pour cet électron, eh bien, il va très vite vouloir regagner sa position et son orbite initiale. Mais pour revenir à l'orbite normale qu'il avait à la base, il va devoir se libérer de l'énergie qu'il a gagnée. Mais cette énergie, il faut bien qu'elle prenne une forme. Et cette forme, ce sera le photon. Le photon qui est de la lumière. Autrement dit, cette libération d'énergie, c'est la foudre que vous voyez visuellement. En effet, les éclairs que vous voyez sont en réalité les photons libérés par les électrons des atomes de l'air qui ont repris leur orbite normale en se libérant de l'énergie acquise par la ionisation qui se passe dans les nuages. Voilà qui explique pourquoi la foudre est visible et l'électricité courante invisible. 2 points encore. L'intensité qu'on mesure en ampères, c'est la quantité d'électricité qui traverse la section du conducteur par unité de temps, alors que la tension, qui elle s'exprime en volts, est la différence de niveau électrique entre 2 bornes d'un dipôle. Elle se mesure donc obligatoirement entre 2 points. On pourrait dire que c'est la force qui permet aux électrons de bouger. Pour la comparer à l'eau, cette tension, ce serait par exemple la différence de hauteur entre l'amont et l'aval d'une cascade, ce qui exprime plus ou moins la force nécessaire à la chute de l'eau, par exemple. Très bien, mais on peut se demander également quels effets produit l'électricité sur le corps qui le reçoit, par exemple. Eh bien, une décharge électrique libère de l'énergie sous forme de chaleur et ionise les atomes des cellules du corps qui la reçoit. Autrement dit, ne mets pas tes mains sur la prise électrique, tu risques de te faire pincer très très fort.